Mesdames, Messieurs, nous allons parler de la deuxième partie du topo que j'ai présenté au médecin de montagne récemment sur les féssalgies d'origine tendineuse ou musculaire. Introduction. Les féssalgies sont des motifs fréquents de consultation. Il convient bien entendu d'examiner tout ce qu'il y a autour, à savoir la hanche, la sacro-iliaque, l'articulation sacro-iliaque et puis le rachis lombaire et thoracolombaire, qui sont des zones bien connues d'irradiation douloureuse. Le bassin est un carrefour biomécanique dans lequel il y a beaucoup de forces qui sont transmises en position debout entre les forces verticales descendantes médiées par le rachis lombaire et puis les forces, disons, de réaction du sol ascendantes qui prennent appui sur les deux têtes fémorales. Et ça, c'est en position debout statique, mais dès que l'on marche, dès que l'on court, eh bien, on se retrouve avec des impacts déportés et un bras de levier à gérer entre la hanche en charge d'un côté et le rachis lombaire de l'autre. Tout le problème est de retrouver, avec l'examen clinique et la localisation douloureuse, le bon diagnostic pour ensuite cibler les bons examens d'imagerie et effectuer le traitement adapté. Ainsi, devant une douleur pubienne, on évoquera donc une pubalgie qui est un vaste fourre-tout dans lequel on ne devrait mettre que les pathologies coxo-fémorales, les pathologies de la paroi telles que les hernies inguinales, les hernies crurales, les pathologies du psoas ou des adducteurs. À côté, on pourra y associer les pathologies des grands droits, des obliques, et enfin les fractures de fatigue, notamment du cadre obturateur chez les coureurs et coureuses à pied. En cas de douleur fessière, il faudra bien éliminer une pathologie sacro-iliaque, une fracture de fatigue du sacrum, et puis aussi un syndrome du pyramidal ou piriforme. Donc vous avez pu voir une vidéo dédiée sur la chaîne, ainsi qu'une lésion haute des ischio-jambiers. En cas de douleur purement inguinale, il faudra éliminer une coxopathie, là encore une fracture de fatigue du cadre obturateur ou du col fémoral, la pubalgie toujours et la pathologie des adducteurs. Et en cas de douleur latéro-trochantérienne, eh bien, il faut penser à examiner moyen et petit fessier et le tenseur du fascia lata. Alors gros plan sur les trochantéralgies et en particulier sur les tendinobursites trochantériennes. Vous retrouverez un certain nombre de diapos qui ont été montrés à différents congrès par Hervé Barre et Valérie Vurmin, qui sont respectivement rhumatologues et radiologues parisiens, et puis de quelques orateurs du congrès du professeur Rodino à la maison de la chimie. Alors une douleur latéro-trochantérienne, par définition, c'est une douleur à la palpation du gros trochantère en décubitus latéral avec une pression appliquée de 1,5 à 3 kg. Dans une étude de plus de 5700 membres inférieurs, on retrouve 24% de femmes atteintes entre 50 et 80 ans. La tendinobursite est bilatérale chez 8% de ces femmes et cela touche 9% des hommes de la même tranche d'âge. Attention car l'association est fréquente, très fréquente même avec l'arthrose de hanche, l'arthrose du genou, l'arthrose lombaire en particulier articulaire postérieure et le syndrome de l'essuie-glace. Donc tout le problème ce sera de faire la part des choses entre l'origine des douleurs qui gêne réellement le patient. Et enfin, méfiance par rapport aux faux facteurs de risque, à savoir l'inégalité de longueur des membres inférieurs et le surpoids. Donc devant une douleur latéro-trochantérienne, il faudra éliminer une pathologie de hanche, une pathologie du rachis, on a déjà dit, et penser fibromyalgie en cas de personnes qui rapportent une fatigue chronique et des douleurs multiples a priori inexpliquées. Et enfin, donc, rechercher des causes locales trochantériennes, donc des causes rares telles que tumeurs osseuses, complications de chirurgie, ostéite, et puis des causes beaucoup plus fréquentes comme la tendinopathie trochantérienne qui a plusieurs fois changé de nom. Hein. C'était auparavant la périarthrite de hanche, mais aussi connue sous le nom de syndrome douloureux du grand trochanter, tendinite du moyen ou du petit fessier, bursite trochantérienne, etc. Donc, petit rappel anatomique que je tiens d'Hervé Barre. Donc 4 facettes trochantériennes, une facette antérieure qui a donné insertion en bleu au petit fessier, une facette latérale qui donne insertion à la lame latérale du moyen fessier et une facette postéro-supérieure qui donne insertion au tendon direct du moyen fessier et enfin une facette postérieure qui est libre de toute insertion.
Les fibres postérieures du tendon moyen fessier vont s'insérer par un puissant tendon sur la facette postérolatéral, tandis que les fibres latérales et antérieures du même muscle vont s'insérer sur la facette latérale externe. Le petit glutéal ou petit fessier est recouvert par le moyen fessier, il est plus profond, et son tendon principal va s'insérer sur la facette antérieure. En dehors du tendon principal, il possède un tendon accessoire qui va s'accrocher à la capsule et qui empêche l'incarcération de la capsule lors de la flexion ou l'abduction de la cuisse. Mais c'est aussi cette expansion aponeurotique qui va expliquer que des tendinopathies du petit fessier peuvent donner des douleurs qui simulent complètement une pathologie de hanche. L'innervation est réalisée par le nerf glutéal supérieur, donc originaire des racines L4, L5, S1, mais en grande partie L5. Il ne reste plus qu'à superposer sur tout cela le deltoïde de la hanche, à savoir le muscle grand glutéal en arrière, le tractus iliotibial au milieu, et en avant le tenseur du fascia lata, sachant que des fibres du grand glutéal comme des fibres du tenseur du fascia lata vont venir s'insérer sur ce fameux tractus iliotibial, anciennement appelé fascia lata. Alors on retrouve tout ça sur des vues anatomiques, avec ici une belle vision du tendon direct du moyen fessier. Et sur cette coupe coronale d'IRM commentée, on retrouve la bandelette iliotibiale qui vient, vous voyez en position debout, comprimer complètement les tendons moyen fessiers. Ce qui explique ces pathologies de distraction en cas d'anomalie, notamment de trochanter, mais aussi des pathologies de compression sous l'effet de la bandelette iliotibiale. Ici, une coupe coronale plus antérieure qui met en évidence le tendon du petit fessier et la lame latérale du moyen fessier. Et ici, une coupe qui met bien en évidence l'insertion du tendon petit fessier, encore plus antérieur. Alors, la bourse trochantérienne ou du grand glutéal, c'est la plus superficielle et la plus étendue, elle est indépendante, elle ne communique pas l'état normal avec les deux bourses plus profondes. Son atteinte est assez fréquente et est retrouvée en imagerie. C'est en fait une bourse séreuse de glissement qui n'est normalement pas visible à l'état normal. Donc voici cette fameuse bourse lors d'un épanchement et qu'on voit très bien sur la séquence T1, mais encore mieux sur la séquence T2 en IRM, puisque les liquides apparaissent hyper intenses, donc blanc. La bourse du moyen glutéal est située un peu plus profonde entre la face latérale du grand trochanter et la face profonde du tendon moyen glutéal. Voici en bas à droite une bursographie, ça se pratique assez peu, donc on remplit la bourse avec de l'iode. Quant à la bourse du petit glutéal, elle est située sous le tendon petit glutéal, là encore une image IRM où on voit une bursite de cette bourse en question. Alors, quelles lésions retrouve-t-on? Eh bien, des tendinopathies, de la lame tendineuse latérale, ou bien du tendon principal du gluteus medius ou du gluteus minimus, et rarement des bursites d'accompagnement. Attention tout de même, on retrouve cette atteinte dans 20% des prothèses totales de hanche posées pour arthrose. Les signes fonctionnels sont assez standardisés, avec une douleur en se relevant d'une chaise ou d'un fauteuil un peu profond, en sortant de la voiture, dans les escaliers ou bien en décubitus homolatéral. L'apparition brutale est rare, elle est le plus souvent progressive. L'irradiation est possible dans la fesse ou dans l'aine, avec une irradiation descendante vers l'avant sur la cuisse. Elle touche plus fréquemment la femme, sachant qu'à la quarantaine, on a fréquemment des tendinites, et à la soixantaine, il faut se méfier des ruptures de ces tendons. À l'inspection, on peut retrouver une boiterie de Trendelenburg avec les épaules qui sont déjetées du côté de la jambe en appui pour essayer de maintenir le centre de gravité au-dessus de la hanche, puisque les moyens fessiers ne sont plus capables d'assurer la stabilité horizontale du bassin.
Les amplitudes de hanche seront par définition normales. L'examen du rachis, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème rachidien associé, est par définition normal. Et on pourra tester le moyen glutéal et le petit glutéal. N'oublions pas que les tendons moyen et petit fessier sont rotateurs externes quand la jambe quand la hanche est à 0 degré de flexion, quand la hanche est étendue, mais si la hanche est fléchie, ils deviennent rotateurs internes. Il est possible de tester l'éventail fessier. Ici, testing du moyen fessier en décubitus latéral. On demande au sujet, avec la cuisse en extension, dans l'axe du tronc, et le pied légèrement tourné en rotation interne, de soulever contre résistance la jambe vers le plafond. Et vous voyez une sensibilité, une spécificité qui sont tout à fait correctes versus IRM. En décubitus dorsal, bien selon les études, on a une sensibilité plus ou moins importante, et aussi une spécificité quand même tout à fait importante versus IRM. On fait une dérotation externe forcée, c'est-à-dire que la hanche est fléchie à 90 degrés, le genou aussi, et on demande au sujet de remettre la jambe droite dans l'axe, et cela reproduit la douleur ressentie par le patient en cas de tendinopathie du moyen ou du petit fessier. Enfin, l'appui monopodal tenu 30 secondes, le single leg stance, entraîne une douleur en cas de pathologie des fessiers, et là encore c'est un test tout à fait sensible et spécifique. En fin d'examen et jamais au début, on fera une palpation appuyée à la recherche d'une douleur très localisée, puisque c'est un test sensible mais en revanche assez peu spécifique, et une fois que vous aurez appuyé fortement sur la zone et réveillé une bonne douleur, après cela risque de parasiter le testing tendineux. N'oublions pas sur le plan superficiel les zones de recouvrement des divers nerfs du bassin que l'on retrouvera par des signes de Tinel et par le palpé roulé qui sera douloureux et asymétrique. Que rechercher à la radiographie? Eh bien, des signes de diagnostic différentiel, et donc la radio est indispensable, on ne peut jamais partir bille en tête en se disant il s'agit forcément d'une pathologie, d'une tendinobursite des fessiers parce que c'est très fréquent. Il faut toujours faire une radio, et on aura parfois la surprise de découvrir une ostéonécrose de hanche à gauche, une arthrose de hanche à droite. La radiographie peut aussi aider au diagnostic de tendinopathie en montrant des anthésophytes, notamment quand ils mesurent plus de 2 mm de long. Ils sont fréquemment associés à des tendinobursites symptomatiques en IRM. L'échographie reste bien entendu l'examen en roi chez le sujet qui n'est pas obèse et qui pourra montrer donc une bursite, des calcifications, une tendinopathie. En IRM, on pourra retrouver un tendon augmenté de volume, voire fissuré ou rompu, et puis on pourra juger aussi de l'état du corps musculaire à la recherche notamment d'une amyotrophie. Attention toutefois à la difficulté d'analyse en IRM du petit fessier. Il est donc possible de passer à côté alors que celui-ci est bien visible en échographie. Alors que retrouve-t-on le plus fréquemment? Eh bien, dans cette étude de Bird en 2001, sur 24 sujets symptomatiques, avec examen clinique et IRM, on retrouvait 46% de rupture ou de fissure du moyen fessier, 62% de tendinite, mais aussi 2 bursites associées à une lésion du moyen fessier et une nécro de tête fémorale qui était passée inaperçue. Pour autant, faut-il se fier intégralement à l'imagerie, c'est-à-dire en l'absence de corrélation clinique? Eh bien, cette étude répond, puisque dans cette étude IRM de sujets asymptomatiques, on retrouve 88% d'anomalies IRM, le plus souvent des diagnostics de tendinopathie ou de bursite sont posés. Alors évidemment, dans les cas symptomatiques, on trouve 100% d'anomalies. Donc le diagnostic doit toujours être corrélé par l'examen clinique. Il convient dans le traitement de lutter contre la compression tendineuse, notamment en évitant l'adduction de hanche ou le valgus de genou, et aussi par exemple en évitant de dormir sur le côté atteint ou en mettant un coussin épais entre les deux genoux quand on dort sur le côté afin d'éviter l'adduction de hanche. Alors concernant le traitement, tout d'abord comme dans toute tendinopathie, on peut se dire faut-il traiter ou faut-il attendre une guérison spontanée? Alors la guérison spontanée elle arrive bien entendu, mais quand même 37% des patients souffrent encore à 1 an de la première consultation pour ce motif, et 29% souffrent encore à 5 ans. Donc on peut se permettre d'attendre, mais il faut prévenir les gens que ça peut durer très très longtemps.
Sinon, les traitements possibles sont la physiothérapie, le repos relatif, les étirements, les massages transverses profonds. Il n'y a pas eu franchement d'études qui ont montré leur efficacité. En revanche, il y a des études notamment sur les ondes de choc, avec une étude 4 témoins sur 66 patients rétrospective, hein, et qui montrent de bons résultats, 79% de bons résultats chez les patients traités par ondes de choc versus 36% chez les témoins. Vous voyez sur un score fonctionnel en bas à gauche et sur l'échelle EVA douleur, avec une efficacité dès le premier mois. L'autre solution, c'est l'infiltration. Donc infiltration cortisonnée, 63-77% de réussite à court terme, 70% sous éco-guidage quand on le fait en péritendineux à 1 mois. Mais attention, les résultats chutent avec le temps et on n'a plus que 61% de réussite à 6 mois. Donc sur l'image en haut à droite, vous voyez la ponction d'une calcification, une tendinite calcifiante du moyen fessier. Alors, le problème des infiltrations de cortisonnées, c'est la récurrence, 25% de récurrence pour Rasmussen. Toutefois, ces trochantéragies traînantes infiltrées guérissent à long terme, 2,5 fois plus vite, en tout cas plus souvent que les non infiltrés pour l'Evans. Donc on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et je vous montre une étude prospective sur 160 patients recrutés alors dès une semaine de douleur, donc recrutés très vite. Hein. Et certains ont été infiltrés, d'autres sont restés des témoins sur lesquels on n'a rien fait. Et vous voyez que, comme toujours, les corticoïdes sont très efficaces à 6 semaines et à 12 semaines, mais à partir de 6 mois, le résultat est équivalent à ceux qui n'ont rien fait du tout et se maintient de la même façon à 1 an. Alors, au terme de tout ça, que faut-il faire? Faut-il faire de la gymnastique avec le kinésithérapeute, ou bien des corticoïdes, ou bien des ondes de choc? Eh bien, cette étude prospective de ROMP répond à la question. Dans le groupe renforcement musculaire, étirement du TFL, étirement du piriforme, 2 fois par jour pendant 3 mois, ils apparaissent dans le graphique en bas sur un score d'amélioration de la douleur en bleu. Vous avez les ondes de choc, 3 séances de 2000 coups, donc 3 séances standard, et l'infiltration, une infiltration en étoile, en jaune. Ben, vous voyez qu'à 1 mois, comme toujours, les infiltrations cortisonnées sont de loin le plus rapidement efficaces. À 4 mois, les résultats s'inversent avec les ondes de choc qui prennent la tête et qui se maintiennent à 15 mois aussi élevés que le programme de rééducation seul, alors que les gens qui ont été infiltrés, finalement, sont ceux qui guérissent le moins bien à long terme. Donc pour moi, les ondes de choc sont le meilleur traitement de la tendinopathie du moyen fessier et du petit fessier. Toutefois, il faut savoir que, et ça c'est spécifique vraiment à ces tendons, l'effet s'amenuise avec le temps, on ne trouve pas ça dans les autres indications. Et vous voyez dans cette étude de 38 patients, suivis sur 27 mois, avec certes beaucoup de perdu de vue, et en confirmation IRM, vous voyez, les patients ont eu 12 sessions maximum, avec une intensité relativement faible en électrohydraulique, mais vous voyez des résultats assez bons dans la semaine qui suit la fin des ondes de choc, et finalement un rebond à distance. C'est aussi ce que j'avais constaté lors d'une étude rétrospective que j'avais réalisée moi-même avec des ondes de choc radiales, avec un certain nombre de patients qui rechutent dans l'année après le traitement par ondes de choc. Il est possible d'infiltrer autre chose que des corticoïdes. Dans cette étude de Beck-Gass, 24 patients ont été suivis durant 24 semaines, 2 groupes ont été faits, l'un a reçu une infiltration de cortisone et l'autre groupe a reçu du PRP, les injections ont été faites sous échographie, et là, alors là il n'y a pas photo, à 1 mois après l'injection, comme toujours les corticoïdes sortent grand gagnant, mais à 3 mois et à 6 mois, la douleur redevient quasiment au niveau initial avec les corticoïdes, alors qu'avec le PRP, les gens continuent de s'améliorer grandement. La tendinopathie simple peut être opérée. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé de devoir faire opérer quelqu'un dans ce cadre, mais ça existe. Donc on peut faire une bursectomie, un débridement, un allongement tendineux en Z, une ostéotomie du trochanter si celui-ci est mal fichu, et puis une aponévrectomie de la bandette iliotibiale en supprimant son tiers postérieur pour éviter la compression. Plus intéressant à mon sens, c'est le traitement chirurgical de la rupture tendineuse, puisque là on raisonne maintenant pour le moyen et petit fessier, exactement comme on raisonne pour la coiffe des rotateurs à l'épaule, à savoir que quand le muscle est de bonne trophicité, eh bien, on le répare pour éviter une boiterie de Trendelenburg qui sera franchement invalidante pour toute la vie ensuite, et en revanche, si le muscle est atrophié, bien entendu, rien ne sert de rabouter le tendon, puisque de toute façon, la commande motrice ne fonctionnera pas. Et donc quand on opère les bons patients, les résultats sont excellents. La rééducation consiste à est un peu longue, avec un pas simulé, avec 2 cannes anglaises pendant 6 à 8 semaines, puis du renforcement musculaire. Mais enfin, on obtient une marche normale à 3 mois, donc c'est quand même un traitement intéressant.
et à ne pas rater. Donc comme on l'a dit, méfiance, tout n'est pas tendinopathie des fessiers. On peut notamment avoir chez le sportif une fracture de fatigue du col fémoral, qui surviendra donc soit sur la portion inférieure du col, qui est plutôt celle-ci de bon pronostic, soit sur la portion supérieure, qui elle sera de beaucoup plus mauvais pronostic et nécessitera un repos au lit strict. On peut retrouver aussi des pathologies de la bandette iliotibiale, donc petit rappel anatomique, c'est une structure présente uniquement chez l'homme, dont sa fonction est d'extension, d'abduction et de rotation externe de hanche et de stabilisation latérale du genou. Donc on la voit sur une coupe horizontale et descendant sur la face externe de la cuisse. Eh bien, on peut retrouver des lésions microtraumatiques proximales de cette bandelette iliotibiale. C'est une véritable antésopathie d'insertion que l'on voit très bien en échographie et encore mieux en IRM. Donc ça se caractérise cliniquement par une douleur sur, disons, le tiers antérieur de la crête iliaque. S'il s'agit d'un adolescent, eh bien, il faudra penser à l'apophysose proximale, donc c'est à peu près la même chose, la même clinique, mais c'est l'os en croissance qui souffre et non le tendon lui-même. Il existe aussi des tendinopathies du tractus iliotibial lui-même, en son corps, comme vous pouvez le voir ici sur cette image échographique. Donc ça, c'est quelque chose qui passe très facilement à la trappe, car la douleur se situe exactement au même niveau que pour une tendinopathie du moyen fessier. Et souvent, quand on fait une échographie dans cette zone, on passe au travers du TFL sans réellement le regarder. Au travers de la bandette iliotibiale, on regarde ce qui est en profondeur et on oublie de regarder à la surface. Ici encore une image d'atteinte du tractus iliotibial chez un patient marathonien un peu plus âgé, que l'on voit bien en échographie et comme toujours encore mieux en séquence T2 en IRM. On peut même retrouver de véritables déchirures myotendineuses de cette bandelette iliotibiale qui seront surtout douloureuses à froid. Autre pathologie, le décollement de Morel-la-Vallée, donc c'est une collection liquidienne qu'on va retrouver entre la graisse sous-cutanée et l'aponévrose musculaire. Les traumatismes responsables sont ceux par frottement tangentiel, c'est classiquement la glissade d'un motard sur le bitume ou d'un skieur de compétition sur une neige verglacée. Et ce décollement est assez long à guérir. Le ressaut latéral de hanche, donc c'est la portion plutôt postérieure de la bandette iliotibiale qui va sauter, disons, sur un trochanter parfois un petit peu agressif, et en particulier lors des mouvements déhanchés. Ces ressauts répétés sont strictement indolores en règle générale, mais s'ils sont répétés de façon nombreuse, ils peuvent entraîner une véritable bursite sous-jacente à une inflammation qui, là, pour le coup, va devenir douloureuse. Donc ici, vous pouvez voir un ressaut latéral de hanche en échographie. On pourra retrouver un conflit de cette bandette iliotibiale avec le grand trochanter quand celui-ci est notamment élargi. Donc par exemple sur une prothèse de hanche avec un offset élargi, c'est-à-dire une distance entre le trochanter et la tête du fémur qui est augmentée, on retrouve un conflit avec la bandette iliotibiale. Et méfiance, si vous ne deviez retenir qu'une diapo du pourquoi il faut prescrire des radios, la voici. Trochantéralgie simple qui traîne un petit peu. À l'échographie, évidemment, on ne voyait qu'une tendinopathie relativement standard du moyen fessier, mais chez un homme un peu plus jeune. Et à la radiographie, on voit qu'il y a un aspect lithique du haut du fémur qui est confirmé en IRM. Donc voilà, ne jamais se priver des radiographies, même pour une tendinopathie qui semble évidente. Finalement, même quand les choses sont simples en médecine, il faut penser aux choses complexes et donc toujours penser au diagnostic différentiel, d'où l'intérêt d'examiner soigneusement son malade et de demander, quand on demande une imagerie, de faire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire jamais d'échographie sans radiographie préalable. Pour les ruptures, on raisonne exactement pour une coiffe des rotateurs. Il faudra aussi examiner cliniquement les personnes car on peut rater les ruptures
tendineuse en échographie. Et donc ça c'est important de tester les gens et toujours vérifier la concordance clinique-imagerie pour ne pas se faire abuser par un compte rendu d'imagerie un peu alarmiste.